Le 9 août, Fat Man est remorqué à l'extérieur de la salle d'assemblage en prévision de son largage sur une nouvelle cible, l'arsenal de Kokura. L'enveloppe de Fat Man comporte davantage d'interstices que celle de Little Boy et doit donc être rendue hermétique afin de protéger les commutateurs barométriques qui armeront la bombe durant sa descente jusqu'à l'altitude de l'explosion. Elle devait être larguée à environ 9000 mètres. Une altitude où la pression est extrêmement basse. Mais à mesure de sa descente, la pression augmentait à l'intérieur de la bombe jusqu'à atteindre le seuil qui déclencherait la mise à feu. Et c'est pour ça qu'il fallait soigneusement boucher tous les interstices de l'enveloppe. Une fois les commutateurs barométriques activés, la bombe sera déclenchée par un système radar qui détecte l'altitude exacte à laquelle la détonation doit avoir lieu. La touche finale consiste à orner la bombe de divers graffitis. L'un d'eux est dédié aux victimes de l'USS Indianapolis. Si les hommes de la 509e peuvent s'enorgueillir à juste titre d'avoir respecté à la lettre le plan de vol de l'Enola Gay, la seconde mission connaîtra tous les problèmes que la première avait réussi à éviter. Le projet initial prévoyait le largage de Fat Man pour le 11 août. Mais les mauvaises conditions météo annoncées pour ce jour-là et les 5 jours suivants obligent à l'avancer au 9. Ceci laisse à peine le temps de préparer la bombe et oblige Chuck Sweeney à changer d'avion pour le largage. Cette fois, le Great Artist transportera donc les instruments de mesure qui ont si bien fonctionné lors de la mission sur Hiroshima et Sweeney pilotera l'avion 77, le Boxcar. C'est sous les éclairs que se fait le chargement de Fat Man dans la soute du Boxcar. Bien que la mission ait été avancée, il faudra malgré tout compter avec le mauvais temps. Puis un autre problème surgit. Peu avant le décollage, Sweeney s'aperçoit que la commande de sa réserve de carburant de 2300 litres ne fonctionne pas. Tibbets a dit à Sweeney de ne pas s'en faire parce que ce réservoir était juste censé faire contrepoids à la bombe qui se trouvait à l'avant de la soute. Il lui a dit qu'il pouvait effectuer sa mission sans s'en occuper, que ça ne serait pas un problème. Mais ça s'est finalement avéré en être un. Le système d'implosion de Fat Man est si complexe qu'il est impossible d'armer la bombe en vol. Elle le sera donc avant le décollage. Le responsable scientifique de la mission, Norman Ramsey, ici à gauche, redoute tellement un accident nucléaire qu'il ordonne à tous les véhicules d'incendie de l'île de se placer en bout de piste et va lui-même s'y poster. Il se dit que si une catastrophe arrive, il sautera avec les autres et n'aura ainsi pas d'explication à donner. Mais Sweeney et son équipage décollent sans incident à 3h49 du matin pour se diriger droit vers un orage de chaleur. La météo oblige Sweeney à déplacer son point de rendez-vous avec les 2 autres avions d'Iwo Jima jusqu'à l'île de Yakushima, à 1200 km de là. Sweeney et Bock se rejoignent rapidement, mais l'avion caméra se fait attendre, et l'attente se prolonge suffisamment pour que certains se mettent à voir des choses. Le troisième avion n'est jamais arrivé. C'est au responsable de l'armée de l'air de dire ce qui s'est passé. Je suppose qu'il a dû se perdre. Finalement, après avoir brûlé 45 minutes de précieux carburant, Sweeney et l'artificier Fred Ashworth décident de continuer vers leur cible sans l'avion caméra. Mais ça n'en est pas fini des mauvaises nouvelles. La cible numéro 1, l'arsenal de Kokura, est enveloppée d'un épais brouillard. Et le Boxcar a reçu l'ordre express de ne larguer la bombe que si la cible est bien visible. Le Boxcar tourne au-dessus de Kokura pendant encore 45 minutes en tentant de nouveaux angles d'approche dans l'espoir que le brouillard se dissipe. En vain. Les Japonais finissent par envoyer des chasseurs et activer la DCA. Sweeney et Ashworth, estimant que cela a assez duré, décident d'un commun accord de mettre le cap sur la seconde cible, Nagasaki.
Malheureusement, les conditions météo sur Nagasaki sont à peine meilleures et le niveau de carburant commence à devenir critique. Ashworth sait qu'ils doivent se défaire du poids que représente la bombe s'ils veulent pouvoir rentrer. Il n'a pas le choix. Il autorise le bombardier Kermit Behan à procéder à un largage au radar. On avait presque terminé le ciblage du radar. Quand 1 minute ou 45 secondes avant la fin, Behan s'est mis à hurler « Je la vois, je l'ai ». Il a immédiatement stoppé le radar, repris les commandes et a effectué le largage à vue. Fat Man explose à 11h02 le 9 août 1945, le jour même du 27e anniversaire du bombardier Kermit Behan. Le fait que Behan ait su garder son sang-froid et ait effectué le largage comme il l'a fait est vraiment remarquable. Sans ça, on se serait sûrement retrouvé devant la cour martiale à expliquer pourquoi les choses avaient si mal tourné. Donc pour moi, il nous a vraiment sauvé la mise. Chapeau. Mais la joie d'avoir réussi le largage sera de courte durée. Il s'en faut d'un cheveu pour que les deux avions ne se retrouvent pris dans le tourbillon du champignon atomique. Ils parviennent à virer en direction d'Okinawa, situé à 2 heures de là, mais avec juste 2 heures de carburant devant eux. Le terrain d'aviation ami le plus proche pourrait ne pas l'être suffisamment. Le boxcar et le Great Artist parviennent finalement jusqu'à Okinawa, mais la poisse les poursuit toujours. Sweeney envoie un signal de détresse, mais ne parvient pas à entrer en contact radio avec la tour de contrôle. On a essayé 2 ou 3 fois, mais sans réponse. Donc finalement, Sweeney m'a dit « Fred, allume tous les feux, on va atterrir ». Fred Olivi allume d'abord les feux d'atterrissage de détresse, puis tous les autres feux. Toujours pas de réponse. Sweeney décide alors de se poser malgré tout. En faisant appel à toute son expérience, il réussit à atterrir et déboule à plus de 240 km/h sur la piste, évitant de justesse 2 B-24. Quant à la bombe, les vols de reconnaissance montrent qu'elle n'a pas eu le succès escompté. Fat Man a explosé 4,5 km en amont de sa cible, dans une vallée qui protège une grande partie de la ville du souffle de l'explosion. La zone touchée est plus industrielle que résidentielle. Même si les 22 kilotonnes de Fat Man représentent quasiment le double de la bombe d'Hiroshima, l'impact a été atténué par la nature montagneuse du terrain et le nombre de victimes est moins élevé, environ 60 000 morts. Une chance, même si c'est là l'effet du hasard. Les 2 bombes atomiques et la déclaration de guerre de l'Union soviétique décident enfin le gouvernement japonais à capituler. Il accepte l'ultimatum de Potsdam à condition que l'empereur reste au pouvoir. À Washington, on fait pression de tous côtés sur le président Truman pour qu'il négocie les conditions de reddition les plus dures possibles pour le Japon. Mais le ministre de la guerre, Stimson, fait remarquer que l'empereur est la seule autorité capable d'ordonner à l'ensemble de l'armée de cesser le combat. Un compromis est finalement trouvé. L'empereur restera au pouvoir sous l'autorité du commandement allié d'occupation. Le 15 août, l'empereur s'adresse pour la première fois par l'entremise de la radio à son peuple et lui annonce la capitulation du pays. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé Missouri amarré dans le port de Tokyo, le général Douglas MacArthur accepte la capitulation du Japon. La Seconde Guerre mondiale est enfin terminée.